Je vais proposer dans un instant à Laurent Raison de nous présenter à travers 5 points ce qu'est l'innovation dans son projet. Et puis, après cette présentation, vous aurez l'opportunité de le questionner directement, de lui poser vos questions, de lui faire part de vos remarques, de vos commentaires, peut-être d'échanger, de commenter, de dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec cette conception. Et nous nous donnons un temps global de 55 minutes. Voilà pour la règle du jeu de ces masterclass. Alors, Laurent Raison qui va prendre la parole, il est dirigeant, il est repreneur de la franchise qui avait été créée par son père, les Cuisines Raison. C'est donc un métier de franchiseur qui lui a permis de mesurer de façon assez précise la force de ce que peut être un réseau d'entreprises. Ça, c'est sa première expérience, je veux dire sa première casquette. Mais Laurent a par ailleurs créé différentes entreprises tout au long de sa carrière autour des nouvelles technologies qui travaillent en synergie, d'où d'ailleurs le nom du groupe dont il s'occupe aujourd'hui. Chez lui, c'est une envie de développer tout azimut, dans tous les sens, et de partager avec des entrepreneurs. Tout ça, ça l'a amené à créer un nouveau concept, un concept assez unique, qui est celui de la Palmeraie, à côté de Rennes. C'est une pépinière, mais pas tout à fait. C'est un groupement d'entreprises, mais pas tout à fait. Et puis c'est tout ça à la fois, et puis bien plus encore, c'est ce qu'il va nous expliquer tout à l'heure. C'est une idée qui est basée sur la mutualisation, sur la mise en synergie et sur le co-développement de services pour des jeunes entreprises. C'est ce qu'il va nous expliquer là maintenant au cours de cette masterclass. Le titre de cette masterclass au départ, c'était « Jeunes entreprises d'une pépinière pour booster le développement », mais ça pourrait tout aussi bien être titré entreprise en réseau ou entreprise réseau, et c'est les notions que Laurent va expliciter pour nous. On va commencer, Laurent, peut-être avec votre parcours sur cette notion d'innovation. Qu'est-ce qui vous a amené dans votre... Pardon, je vais te tutoyer parce que en fait, bien, donc le vôtre, ça m'a tout de suite perturbé. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui, dans ton parcours, t'a amené à cette conception de l'innovation ? Alors, je vais essayer peut-être de le faire de manière, on va dire, linéaire. Mais bonjour à tous, en tout cas. Ce que je souhaite vraiment, c'est qu'on puisse vraiment être en interaction. Donc, à la fin, qu'il y ait beaucoup de questions. Donc, on va essayer de faire condenser. Si je vais faire un petit peu l'historique pour dire où est-ce qu'on en est, pourquoi on en est là aujourd'hui, je dirais d'abord, c'est peut-être une envie personnelle d'échanger toujours avec des gens. Et à l'origine, j'ai fait des études de miage, donc informatique, de gestion. Et puis, avec tous les miagistes, les copains, on a commencé à faire des projets ensemble. Et puis, à un moment donné, j'avais envie de créer une entreprise. Donc, j'ai dit, moi, je veux créer une entreprise. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui a envie de créer une entreprise ? Et on s'est retrouvés 6, tous miage. Et ça a été le nom de la première entreprise créée, c'est 6 tous miage. Cette entreprise, elle fait du développement informatique tout à fait classique. Elle fonctionne aujourd'hui, il y a 25 personnes dedans. Et elle nous a permis surtout de nous confronter à ce qu'était l'entrepreneuriat, trouver des clients, se confronter aux difficultés administratives, recruter, innover, enfin toutes ces choses-là. Donc cette partie-là, en fait, c'était un premier projet, mais on l'avait appelé Système Groupe. Alors déjà, on devait déjà être un petit peu... ambitieux ou barré. Il y en a un qui m'a dit dernièrement, avec qui je parlais, ça vient d'où votre envie compulsive à chaque fois de créer des entreprises? Donc on a créé d'autres entreprises derrière, 3 entreprises assez vite. Une première qui était Contanou, donc qui est une start-up qui s'occupe des petites entreprises et qui développe en fait des services aux petites entreprises, un portail. Une entreprise que j'ai cédée quelques années après au groupe Cégide. Une deuxième entreprise qui s'appelle Sifadis, et là on l'a fait à 50-50 avec quelqu'un qui était dans la formation. C'est une entreprise qui fait des plateformes de e-learning. Et puis une troisième entreprise autour des cuisinistes. Là on commence à se rapprocher quand même un petit peu avec un logiciel de gestion de cuisinistes. Et puis une fois qu'on avait créé tout ça en 3 ans, on était une quarantaine de personnes. On avait plutôt envie de partager. On n'avait même pas de notion de ce que pouvait être une entreprise par rapport à une autre. On passait de l'une à l'autre. Et donc les équipes informatiques étaient toutes ensemble, alors qu'elles étaient de plusieurs entreprises. Équipe commerce, ça permettait d'échanger, de mutualiser. Et donc on a commencé à échanger, partager naturellement, sans se poser même de questions de savoir trop si c'était juridiquement possible, etc.
Ça a marché, ça nous a permis de pas mal faire de choses comme ça en partage. Donc déjà, à ce moment-là, dans ton parcours, cette notion de groupement, comment est-ce que ce parcours-là, cette approche de la création en groupement et des entreprises, ça t'a mené au projet de la Palmeraie ? C'est le fait tout simplement de se dire, oui, on a vu la puissance en fait du partage, de l'échange, mais d'échange sans a priori. Vraiment, on y va sans idée. Première entreprise, j'avais 25 ans, mes collègues étaient tous méagistes de la même époque, donc on n'avait pas de notion de ce que pouvaient être des entreprises en silo. Et c'est ça qui nous a dit, tiens, on peut y aller, ça peut se faire. Et puis, au fur et à mesure du temps, les entreprises se sont développées. Et aujourd'hui, on a essayé de formaliser un petit peu ça. J'ai dit dans mon parcours que j'avais créé Compte à nous, puis cédé l'entreprise Compte à nous. Et lorsqu'on a eu cette session d'entreprise Compte à nous, l'entreprise qui a racheté en fait Compte à nous a dit mais vous n'allez pas continuer à travailler avec les autres comme ça tout le temps dans la même pièce, différentes entreprises. Donc on a été isolés. Et là j'ai vu ce que c'était l'isolement. On dit souvent loin des yeux, loin du cœur. L'isolement et ce que ça provoquait en termes de business. Et donc tout simplement en partant loin, on a vu qu'on coupait beaucoup de synergie. Et donc dès lors qu'on a vu ça, on s'est dit quand j'ai quitté Compte à nous pour revenir prendre l'entreprise, le réseau de franchise qu'avait créé mon père, la première idée c'était de dire ok, on va trouver un lieu sur lequel on pourra s'épanouir tous ensemble. Et on a pris un truc beaucoup trop grand pour nous au départ, mais comme on avait un peu de folie, un peu d'ambition de folie machin, on est parti et puis on s'est réunis à un endroit qu'on appelle maintenant la Palmeraie, qui est au sud de Rennes. Il y a à peu près 3000 m². Il y a une quinzaine d'entreprises de toute taille en fait, qui sont dans cet environnement-là. Ça représente 120 salariés qui échangent les uns avec les autres. Presque toutes ces entreprises sont vraiment en synergie. Il y en a une ou deux qui étaient là avant et qui pour l'instant ne sont pas encore complètement en synergie, mais on est en train de faire en sorte de partager des choses. Ça marche comment la Palmeraie ? Si tu devais la décrire, la Palmeraie, nous expliquer le principe de cette pépinière, booster, mise en synergie. Alors le principe, c'est qu'on a des entreprises de toute taille et qui sont logées en permanence en fait là. C'est-à-dire que souvent on a des accélérateurs, des incubateurs et autres qui sont des très très bons vecteurs de développement rapide. On veut un coup de booster, on va par exemple au booster de la French Tech. C'est un incubateur et votre projet décolle. Mais après, au bout de 3 à 6 mois, une fois qu'on a fait cette école-là ou ce travail-là pendant quelques mois, on se retrouve peut-être un peu tout seul. Il faut retrouver un lieu, etc. Nous, on a plutôt l'idée de dire on va faire un incubateur, accélérateur, pépinière, où les entreprises vont rester dedans et vont pouvoir grandir. C'est l'accélérateur qui va grandir au fur et à mesure où les entreprises grandissent. Grandissent ou, quand ça va un peu moins bien, changent de configuration, peuvent peut-être rapetisser. En passant, en fait, un salarié peut passer d'une entreprise à l'autre peut-être plus facilement. Il y a plus de mobilité, moins d'a priori, on va dire, pour passer à l'autre. Alors comment ça fonctionne ? Tout simplement, chacune des entreprises fournit des services aux autres entreprises qui sont présentes. Donc nous, ce qu'on a, on n'a qu'une raison, elle a besoin, par exemple, de recruter des franchisés. On a une entreprise qui fait du recrutement innovant, avec une plateforme innovante, voilà, on s'appuie dessus. Une entreprise qui fait des outils de web marketing, une qui fait des logiciels de gestion, une quatrième qui fait de l'achat, une cinquième qui fait, et là je vois qu'il y a quelqu'un, une entreprise qui travaille sur le bonheur au travail, sur l'animation, la performance et tout ça. Toutes ces entreprises-là, en fait, elles contribuent les unes avec les autres et ça partage naturellement. Donc ça, c'est le premier truc. Entre entreprises, chacun vient mettre au pot, en fait, ce qu'il peut amener à l'autre. Puis comme on voit l'autre entreprise, on discute tout simplement au lieu le plus important chez nous, c'est la cafette, avec une belle cuisine normale, hein, c'est logique. Mais à la cafette, en fait, viennent s'échanger des choses complètement informelles et on parle comme ça. Et puis il y en a toujours un qui rebondit en disant tiens, mais t'as pensé à ça, ou il y a quelque chose là, on pourrait peut-être faire quelque chose ensemble. Et de là émergent de nouveaux projets, naturellement. Alors beaucoup de nouvelles entreprises qui sont au départ toutes petites, mais qui des fois grossissent, des fois finalement c'était juste le temps d'un projet. Donc c'est comme ça que ça se passe. Ce qu'on a voulu en termes d'organisation autrement, c'est le faire en mode entreprise libérée,
autogouverné. Je crois que vous avez eu l'holacratie il n'y a pas longtemps avec Biocop, Scarbe Biocop. Le principe est un peu le même. Comme d'habitude, on crée quelque chose, on croit qu'on est super fort, surtout les dirigeants, on croit qu'on est fort et qu'on va impulser toute l'énergie pour tout le monde. En fait, c'est beaucoup moins que l'énergie de tous les salariés, de toute l'entreprise, de toutes les entreprises réunies. Donc là, on dit à tout le monde, on a simplement mis un budget et vous allez prendre et faire des projets qui vous tiennent à cœur, du moment que ça serve tout ou partie de la communauté. Donc ça peut être des projets tout bêtes. On a une salle de sport, on a une salle de musique, on a des choses dans tous les sens. On a un pressing, on a des choses qui servent au quotidien. Et puis les gens vont créer des choses. Là, il y a un truc qui est arrivé ce matin sur Slack, l'outil de partage entre nous. C'était un truc de mannequin, tu sais, le mannequin challenge. Je n'ai jamais entendu parler, quoi. Il y en a qui savent ce que c'est ? 2, 3. Bon, alors il y aura un mannequin challenge chez nous. Alors je me suis dit au début, c'est chouette. Je voyais d'une autre façon le mannequin challenge. C'était pas tout à fait ça. C'est apparemment des gens au statut. Il y a des gens qui viennent passer avec une vidéo. C'est ça, hein, c'est ce que j'ai compris quand les gens m'ont expliqué après ce que c'était. Voilà, ça vient comme ça. Ça donne une dynamique et ça partage. Voilà, un petit peu. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc il y a une dimension pépinière, mais au long cours. Possibilité de rester, il y a une dimension coworking et on se... Il y a un coworking, oui, tout à fait. Ouais. On s'offre des services les uns les autres. Il y a aussi une dimension service offert aux entreprises. Est-ce que c'est tout ou est-ce qu'il y a d'autres points pour caractériser ce lieu-là ? En fait, j'ai une idée en te disant ça. Vas-y, parce que là, tu dois vouloir me faire dire quelque chose. Je pense à l'esprit, la façon dont vous abordez l'esprit à la Palmeraie. L'esprit, il est vraiment... Alors, tout à l'heure, on parlait d'entreprise libérée. L'esprit, c'est l'esprit libre qu'on avance, on dit ça souvent. Je crois qu'il y a même une banque qui a dû mettre ça. Alors, je ne sais pas si c'est bien appliqué à la banque, mais enfin, il y a une banque qui doit dire ça, l'esprit libre qu'on avance. Et clairement, c'est ça. En fait, on est libre de faire des choses. Et les gens qui sont moteurs et automoteurs, en fait, porteurs de leurs propres envies, elles peuvent se développer plus facilement, plus rapidement. L'important, c'est d'avoir plutôt un terreau fertile. C'est comme ça que nous, je vois en tout cas la Palmeraie et les entreprises qui y sont situées. C'est un terreau pour lequel chacune des entreprises pourra se développer, éclore. Chacune des personnes pourra aller dire, tiens, moi, c'est pas une entreprise que je veux, mais j'aimerais contribuer à tel projet parce que ça m'intéresse. Donc cet esprit est un esprit où les grandes lignes, ça va être la confiance, ça va être le partage, ça va être la motivation intrinsèque et pas en fait des carottes à droite à gauche. Et puis tout simplement, je constate que c'est bien plus fort que simplement des idées d'une ou deux ou trois personnes, parce que ce que j'adore le plus, c'est je découvre des entreprises et puis à un moment donné, un qui dit tiens, en fait, il y a ça qui est lancé. Entre deux entreprises sur lesquelles j'ai des participations dans les deux entreprises. C'est pas toujours le cas dans toutes les entreprises, mais là j'en avais et j'avais même pas pensé qu'il pouvait y avoir des partages. Et c'est venu comme ça. Il y a des projets d'extension. Ce sera à terme quelque chose d'assez vaste. Alors, donc les entreprises, au fur et à mesure, croissent de manière assez forte. Le bâtiment, ça va pas à la même vitesse, en tout cas, que comment les entreprises. Et donc, on a un projet d'extension. On a acheté un terrain à côté. Ça y est, il est devenu, au bout de un an et quelques, constructible. Maintenant, il va falloir déposer le permis de construire un nouveau bâtiment, étendre le bâtiment central. Avec, au cœur du bâtiment, c'est plus une cafette, c'est un atrium complet. Alors, ça avait fait rire quelques-uns. On avait mis un toboggan. L'idée, c'était simplement de dire qu'à un moment donné, il faut qu'on ait envie d'aller à l'endroit de partage. Et l'endroit de partage, il est très, très ouvert. Et puis, il y a des moments peut-être un peu plus serrés pour des alcôves pour discuter. Une bibliothèque pour partager. Tiens, c'est un des projets qui est déjà en route. Et puis, des salles de réunion pour lancer des projets. Et puis, un endroit qu'on appelle, qu'on a créé dans quelques-unes des boîtes, mais qui va être déployé à l'ensemble de la Palmeraie, ce qu'on appelle le cockpit, où on met toutes les infos utiles pour piloter, comme dans un avion, pour piloter en fait son entreprise, ou piloter son projet, ou piloter ce qu'on veut. Le cockpit avec toutes ces infos transparentes en fait dessus. Voilà, donc ça fait partie des choses en cours.
On voit bien où tu en es, où vous en êtes collectivement, et puis quel est le projet, l'évolution. Maintenant, le monde des entreprises, c'est pas le monde des bisounours. J'imagine qu'il y a des obstacles dans le montage d'un tel projet. C'est quoi les difficultés que tu peux rencontrer, que vous pouvez rencontrer dans cette approche des entreprises réseau ? On en a pas mal de difficultés, mais comme dans toute autre organisation. La première difficulté, c'est la maturité de chacune des personnes. C'est pas le modèle dominant aujourd'hui, on va dire, ce mode de fonctionnement. Le mode de fonctionnement aujourd'hui, c'est waouh, on va me piquer mon idée, on va me piquer mon business. Donc c'est une des premières difficultés. Pourquoi ? Parce que par exemple, si je veux faire un travail entre une société qui fait du développement informatique, qui touche naturellement, on va dire, les clients vont leur demander de l'usage, vont demander des choses autour du marketing, du développement du site web, comment développer. L'entreprise qui va faire la partie outils de web marketing va se dire mais attends, il va venir manger sur mon business. Et l'inverse c'est vrai. Ce qui fait que du coup, il y a premier truc, réflexe de je sais pas comment on peut dire, je le mime mieux que je le décris, mais de se retourner sur soi, de se replier, voilà, merci. Se replier sur, c'est comme ça que c'est interactif. Se replier, ça c'est le premier truc. On va appliquer au business. En fait, la réalité, elle est tout autre. Qu'est-ce qu'on fait pour ça ? On dit, allez, lançons un projet commun, on va apprendre à travailler ensemble. Une fois qu'on aura appris à travailler ensemble, on verra que finalement, on va faire beaucoup plus vite, plus fort ensemble que de le faire chacun de notre côté. Mais il faut que chacune des entreprises ait conscience de la zone de valeur ajoutée maximale où elle est. Qu'elle n'aille pas faire des choses qui ne sont pas de son cœur d'activité. Et ça, c'est très difficile à entendre au départ pour un dirigeant dont la maturité n'est pas encore tout à fait le cas. Alors pourquoi je dis maturité ? On a des dirigeants qui n'ont jamais dirigé, qui partent de quelque chose et hop, qui disent ok, je vais lancer. Ils n'ont pas encore tout ce qu'il va y avoir comme difficulté, sinon ils ne se lanceraient pas peut-être. Mais sur le fond, ils disent bah, tiens, je vais faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Et c'est là où ce qui est intéressant dans l'accélérateur permanent, le fait d'être finalement tout le temps en résidence, c'est qu'il y a des gens qui sont là, qui sont leurs pairs, au sens P-A-I-R, S, il y en a plusieurs, qui vont pouvoir pour le coup les guider, leur donner en fait des exemples, ne serait-ce qu'en faisant simplement tourner leur boîte. On arrive toujours plus à regarder ce qui se passe. On dit souvent, on trouve plus facilement la paille dans l'œil de l'autre, on voit plus facilement la paille dans l'œil de l'autre que la poutre dans le sien. Et ben, c'est beaucoup plus facile de quelque part de voir nos propres difficultés en regardant ce qui se passe entre deux. Alors, ils devraient faire ça, ils devraient plus partager. On le voit mieux chez les autres que quand on est concerné. Donc ce regard d'un tiers, ça aide, mais quand même, ça exige qu'il y ait un minimum de confiance au départ. Il faut de la confiance, c'est la base. La confiance, on dit souvent, le seau de la confiance se remplit à petite cuillère et se renverse d'un seul coup. Donc il faut faire très très attention avec la confiance. Il faut qu'à chaque fois, dans le temps, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui soit un petit peu particulier, d'abord ce soit exprimé, que ce soit clairement évoqué pour qu'il n'y ait pas, on va dire, de ressenti, de tiens, j'ai pensé que c'était comme ça, j'ai pensé que tu as fait ça. Et de pas, les gens font dans leur tête beaucoup de scénarios qui sont des fois pas les bons en fait. Il y a des rumeurs qui circulent comme dans partout. Donc comment on fait pour stopper une rumeur, comment on fait pour arrêter quelque chose, pour faire en sorte que finalement, eh ben, ce soit la réalité qui se passe. Parce qu'un fait, c'est un fait, et si jamais à un moment donné, dans ce fait-là, en fait, on est, comment dire, c'est pas un truc qui est bien, on peut au moins le corriger. Si c'est une rumeur, c'est beaucoup plus difficile. Donc on fait en sorte d'exposer le plus possible, d'être transparent. Et puis la deuxième chose, on fait en sorte de mettre à disposition des personnes, des coachs, des formations pour que chacun des salariés, chacun des dirigeants, chacune des personnes qui contribuent prennent conscience de l'environnement, de ce que c'est que le travail collaboratif, de ce que c'est tout ça. Alors, Sensenco, qui est une des entreprises au fait du réseau, elle n'est pas là tout à fait par hasard. Elle est là parce qu'on s'est rencontrés autour d'une association TEDx Rennes qu'on avait créée, qu'on a mis dans l'accélérateur, et on a rencontré des gens super à ce moment-là. Ils ont dit, bah tiens, nous on veut, ah bah attendez, c'est super ce que vous faites, venez donc à la Palmeraie. Et en fait, ils nous ont amené, et le retour des faits, ils nous ont amené une dynamique collaborative, on s'est mieux coopéré depuis qu'ils sont là. Et ben c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis après, c'est au long cours, c'est qu'il ne faut jamais baisser les bras.
Parce que c'est très vite le repli, le fonctionnement classique. Quand quelqu'un arrive dans le réseau, au départ, il regarde, il observe. Et s'il voit que les premiers signaux sont des signaux positifs d'ouverture, il va y aller. Et donc c'est ça qu'il faut être en grande vigilance dessus. Ça, c'est la première difficulté possible, c'est la difficulté à instaurer la confiance avec les deux solutions dont tu nous parlais, donc la formation, l'accompagnement, puis la transparence. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés que toi, tu identifies quand on monte un réseau d'entreprise ou une entreprise réseau? La plus grosse difficulté, en tout cas ce qui me concerne et qui concerne quand même pas mal de gens, c'est le temps. On passe d'un système qui est des entreprises, on va dire, un peu, entre guillemets, pyramidales, même si elles ne sont pas forcément très grosses, elles peuvent être avec une direction, une chose très, très, très claire, à quelque chose qui est un peu plus plat, un peu plus autogouverné. Et il faut mettre beaucoup d'énergie pour que les projets se développent, les projets se mettent en route, et qu'il n'y ait pas justement ce soufflet qui retombe. Et tant que ce n'est pas complètement d'un système à un autre, cette phase de chaos, elle peut être difficile à vivre pour certains. Et donc là, il faut beaucoup d'énergie pour justement pas laisser tomber cette envie et ces choses. Une fois que c'est passé, on a eu des exemples d'entreprises qui sont passées en interne pour eux-mêmes. Alors là, pour le coup, on trouve une efficience absolument dingue parce qu'on n'a pas besoin de dire aux gens ce qu'ils font. Naturellement, les gens savent ce qu'ils font. Si le sens, la direction est là où on veut aller, c'est clair pour eux. S'ils savent ce qu'ils sont capables d'apporter, ce qu'ils ont envie d'apporter, et le sens. Donc, dans la phase intermédiaire, ce qui est une des plus grosses difficultés, c'est le temps. La gestion du temps, c'est extrêmement chronophage de lancer ça. Donc, il faut avoir un peu plus, peut-être un petit peu de moyens pour mettre des gens et de dire, en fait, quand on met des gens qui vont travailler sur la coopération, qui vont faire ça, former, quelque part, on se démultiplie en faisant ça. En fait, finalement, on amène un état d'esprit. Et au départ, c'est quoi la solution pour gérer cette question du temps? Parce qu'on n'y peut rien, ça. À la limite, les journées, elles font 24 heures pour tout le monde. Donc, comment dégager du temps pour cette impulsion de départ, cette énergie à mettre dans le projet? Alors, je n'ai pas de recette miracle. Je vais dire ce que j'ai fait. J'ai surtout pas de recette miracle là-dessus. Parce que c'est une de mes encore grosses difficultés. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit que je passerais seulement 50% de mon temps à la direction de Cuisine-Raison, qui est le cœur de l'entreprise que je dirige. Le reste passe 50% à l'animation du réseau des autres entreprises. Alors j'ai un intérêt parce que pour la plupart du temps, je suis actionnaire, je suis membre du comité stratégique de je sais pas quoi, peu importe. Mais il faut avoir un pied dedans et un pied dehors. Et vraiment dire qu'on passe vraiment les 50% du temps à l'extérieur. Si on ne les fait pas, on ne passera pas assez de temps pour regarder et faire avancer le système. Et le système ne sera pas assez rapide à mise en œuvre. Et donc la phase longue de transformation, on va dire, de passage en mode auto-gouverné, en fait, sera beaucoup trop longue pour que ça puisse fonctionner. Donc ça, c'est vraiment un des points. Et après, c'est d'aller trouver... on dit souvent que pour basculer un système, il faut les 7% de gens motivés qui vont être les porteurs en fait, du système. Ils vont être un petit peu les vigies pour faire avancer tout ça. Il ne s'agit pas d'en trouver que tout le monde tout de suite adhère à tout. Chacun a sa façon d'avancer. Il y en a qui vont dire « je suis comme saint Thomas, je veux voir pour croire que ça fonctionne ». Et si ce n'est pas le cas, j'irai pas. Et donc dans ce cas-là, c'est simple, il faut aller expérimenter. Donc c'est une autre clé. Il y en a qui sont assez fous et ça se passe. C'est pas mal pour les entrepreneurs, parce que les entrepreneurs, c'est un petit peu ça, un petit grain. Ceux qui ont envie de lancer des projets, pour aller démarrer, expérimenter, et puis se rendre compte que finalement, ça marche pas, on apprend, on fait un retour d'expérience à tout le monde. Donc c'est ça qui fait avancer les choses. Tu as dit créer la confiance, dégager du temps. Est-ce qu'il y a d'autres points d'attention sur lesquels se focaliser pour éviter les écueils quand on monte un tel projet? Non, après, c'est les bonnes personnes. C'est seulement les bonnes personnes. On fait moins confiance maintenant à la compétence qu'aux personnes. Ça, c'est... je ne l'avais pas écrit, ça, c'est bien que tu... Mais la réalité, elle est là. En fait, vous trouvez des gens bien, vous leur mettez en main un projet, demain ce sera un autre projet, comme par hasard ça va fonctionner, quoi. Il y a des gens
qui sont naturellement porteurs, leaders, etc. Je vois juste au fond, il y a quelqu'un qui est avec son ordinateur. Elle n'est pas à la Palmeraie. Ce serait bien qu'elle vienne à la Palmeraie. Elle a l'organisation des petits doudous, un truc Hôpital Sud. Si vous allez sur TEDxRED, vous verrez son talk, vous comprendrez ce que c'est. Quand le projet est porté par quelqu'un comme Nolwenn, en fait, ça va marcher. En fait, vous croyez vous voyez Nolwenn, vous croyez en Nolwenn, et le projet fonctionne. Et bien, c'est pareil sur chacun des projets. Au niveau du réseau, là, il y en a 15, 20 projets, et en ce moment, il y en a au moins 5 ou 6 qui sont en incubation, qui vont être des nouvelles entreprises, des nouvelles associations, parce qu'on peut aussi créer en association, on n'a pas besoin de créer là-dessus. La seule caractéristique commune de tout, le feeling, c'est le feeling avec le porteur. Et vraiment, par exemple, vous ne trouverez pas de site internet avec la Palmeraie. Vous ne trouverez pas de site internet avec Synergie, c'est le nom de la holding. Là, peut-être demain, il y en aura. Mais pour l'instant, on n'a pas. Et on ne veut pas parce qu'on ne fait que par cooptation. Que par, tiens, j'ai vu quelqu'un, il me paraît... alors là, on va faire un truc, ça va être super. Ils viennent finalement compléter le puzzle, et puis au fur et à mesure, le dessin ensemble se construit. Voilà, les personnes, quoi. Que les personnes. C'est intéressant parce qu'on a commencé à en parler sous l'angle des écueils possibles. Et puis ce qu'on retrouve, c'est en fait en retournant la pièce, c'est que c'est les facteurs de réussite. La confiance, la transparence, le feeling avec les porteurs, le côté humain. Est-ce qu'il y a d'autres points qui, à ton sens, font qu'aujourd'hui, la Palmeraie, c'est un projet qui porte à la fois des équipes et des entreprises? C'est quoi le déclencheur, l'élément qui fait que ça marche? J'ai pas beaucoup de réponses à ça. Je dirais, t'en as peut-être une, toi, peut-être, mais tu penses peut-être dans ce qu'on a écrit, mais je sais plus ce que c'est. C'est l'envie et puis des projets porteurs, en fait. Après, c'est tout simplement ça. Les projets, après, au début, il y a quelqu'un qui vient initier, ça se transforme en projet, ça se transforme en expérimentation concrète et en résultat. Et à partir de là, ça attire du monde. Et ça enchaîne, donc c'est un système qui fonctionne. Je ne sais pas si tu pensais à autre chose. Je pensais à une chose que tu disais quand on a préparé, c'est la nécessité que chacun se sente sécurisé dans le projet. Oui. Alors ça, tu as bien fait de me le rappeler. C'est hyper important. En fait, on avance librement que quand en fait on est en capacité, vous connaissez la fameuse pyramide de Maslow, les besoins, pour être en haut de la pyramide de Maslow, c'est ça dont il s'agit quand on parle de ce projet, un projet d'épanouissement personnel, d'épanouissement des entreprises, etc. On ne peut le faire que si on est en bas avec toutes les strates qui fonctionnent bien. La première des strates, c'est sécurité de base. C'est est-ce que je suis considéré comme en tant que personne dessus, est-ce qu'on m'écoute et tout. Bien sûr, tout ce qui est des choses qui ne sont pas liées à l'entreprise avant d'arriver là. Dans un projet entrepreneurial, c'est est-ce qu'on aura les moyens durablement en fait, de fonctionner. Il y a beaucoup de théories aujourd'hui sur tester, aller vite vous confronter au marché, échouer vite ou réussissez vite. Je suis à la fois d'accord avec ça, il faut aller vite sur le marché pour savoir tout de suite le retour du marché. On dit, il y a même les conférences sur l'échec, les failcon, qui existent. Je trouve ça très bien. Par contre, il y a un truc qui n'apparaît pas dans ces failcon, c'est un bon projet, il ne va pas forcément marcher tout de suite comme ça, quoi. La martingale, il y en a pas, j'en ai pas vraiment connu en fait. Alors si vous en connaissez, je serais ravi d'accueillir à la Palmeraie. Mais pour l'instant, en fait, par défaut, c'est un truc très long, quoi. C'est quelque chose qui se construit parce qu'il y a quelqu'un qui a envie de le porter, qui le pousse. Et si à un moment donné, il se dit, clac, j'aurais pu de vivre, j'aurais plus d'argent pour le monter, etc. Il ne va pas être assez en capacité, en fait, de poursuivre dans le temps. Il va se mettre en difficulté lui-même, donc il va commencer à baisser l'ambition de son projet. Donc on essaie de donner durablement, en fait, une sécurité financière, humaine, en compétences. Par exemple, ceux qui maîtrisent bien la technologie, ce qui est super important pour eux, c'est de bien maîtriser les usages. Donc il leur faut des compétences marketing. Je suis en train de recruter. Comment je fais pour finalement être sécurisé? C'est bien, j'ai une entreprise qui fait du recrutement. Et donc tout ça, ça sécurise l'ensemble. Voilà. Il y avait un autre point quand on a préparé qui m'a marqué. Dans les facteurs de réussite, et
tu mettais le sens et les valeurs, la nécessité de se retrouver autour de valeurs et d'un sens commun. Et ça, pour moi, au départ, c'était pas une évidence de retrouver ça dans des projets d'entreprise. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi ça te semble être central ? Je vais prendre un exemple et puis vous donner mon sentiment là-dessus. Il ne peut pas y avoir de bonne entreprise si on n'a pas, au fond, le pourquoi on fait les choses. Si on se lève le matin et qu'on ne sait pas pourquoi on se lève le matin, au bout de 2 ans, 3 ans, notre envie de nous lever le matin, c'est pas possible. Donc ça ne peut pas fonctionner si on n'a pas un sens très fort. Et ce sens, il est soit porté par un dirigeant, c'est la plupart du temps, soit porté par un collectif. Et c'est ce qui peut se passer à la Palmeraie sur des moments de collectif. Donc il y a des choses prises par un collectif, l'un ou l'autre. Toujours du sens, c'est porteur long terme. On regarde, on dit souvent visez la Lune, si vous la loupez, vous aurez les étoiles ou un truc comme ça. Ça, c'est essentiel. Sur le côté valeur, on revient au côté humain. Les valeurs, c'est des valeurs standards de base. Pour bien échanger, il faut, on disait, être sécurisé, il faut avoir la confiance en l'autre, il faut être transparent, il faut amener, on va dire, ce qu'on dit souvent... dans les papes des entreprises libérées, il y a des gens comme Jean-François Zobris qui dit lui, il a mis l'homme est bon par défaut. Il y a quelques cas où effectivement, et ces quelques cas, il ne faut pas qu'ils pourrissent l'ensemble en fait. Mais c'est très rare en fait. Si on affiche très fortement les valeurs, le système en tant que tel va être conservateur de ces valeurs-là, va être le détenteur. Et quelqu'un qui ne se sent pas bien dans un système comme ça, en fait, se retrouve finalement un peu en dehors. Donc le sens et les valeurs, c'est la base de tout système. C'est ce qui nous sécurise, au fond. En termes d'exemple, je vais vous en citer un. Dans la vie d'entreprise, j'ai eu Contanou, qui était une boîte qui s'est développée très fortement, très rapidement. On a récupéré au capital les éditions Francis Lefebvre. Après, on a dû racheter, parce qu'il y a eu la crise d'Internet, on a dû racheter leur participation, parce qu'ils étaient plus ça. Ça a été un peu compliqué. Il y a eu des moments très, très compliqués. J'ai dû licencier des gens qui étaient à la fois salariés, qui étaient actionnaires, parce qu'on les a mis actionnaires de l'entreprise. Des choses extrêmement dures, en fait. Un truc sur lequel le dirigeant, il n'est pas construit pour ça. Enfin, en tout cas, moi, je ne suis pas du tout construit pour ça. La seule chose qui nous a fait tenir dans le temps, c'est le sens et les valeurs, où tout le monde est en train de parler de ce qu'il vit, ce qu'il ressent, ce qu'il vit. Ça nous a tenu suffisamment longtemps pour passer la crise. Bonne nouvelle. Et puis pour faire que ceux qu'on avait licenciés à un moment donné et qu'on trouvait que c'était pas normal, etc., on leur a retrouvé finalement des postes. Et ils sont maintenant, il y a 3-4 entreprises qui sont dirigées par des entreprises de l'ex-Contanou. Donc ça, c'est une histoire que je trouve sympa, parce qu'on se retrouve là. Et le dernier truc, c'est que la personne que j'avais licenciée qui s'occupait de la partie internationale, et on se ramenait sur la France, eh ben, on va rebosser ensemble pour qu'une raison, parce qu'on repart à l'international. Et ben, ce genre de choses, c'est ça en fait qui fait pourquoi on a envie de se lever le matin. Et quand tout le monde partage la même chose, pour le coup, on a une bonne dynamique, quoi. C'est exactement le titre que tu voulais donner, entreprise en réseau, entreprise réseau. Alors avant que tu répondes aux questions de la salle, en guise de conclusion, je voudrais que tu me dises en quoi la Palmeraie, pour toi, est quelque chose qui fonctionne et surtout quelque chose de vraiment innovant sous l'angle de l'hybridation, puisque c'est notre thème. Et j'ai l'impression que sous cet angle-là, la Palmeraie est vraiment un exemple. Alors, je crois que ça fonctionne parce qu'effectivement, ça se développe au fur et à mesure des années, et ça se développe indépendamment, en l'occurrence, de moi qui ai peut-être été l'initiateur de d'autres sujets. On prend TEDx et ça s'est développé comme ça et tout. Ce qui est très important dans le développement, c'est comme ça que je vois l'innovation. L'innovation, c'est très rare, en fait, des innovations de rupture totale, où finalement, on s'appuie sur rien. En fait, c'est hyper rare, en fait, hein. Il faut peut-être être dans des labos de recherche hyper pointus, faire des trucs incroyables sur lesquels et encore, ils s'appuient sur des recherches antérieures et tout ça. Là où il y a une innovation naturelle permanente, c'est quand on hybride des projets. C'est-à-dire, en fait, je sais pas, moi je suis cuisiniste. Alors on est cuisiniste, on est cuisiniste sans magasin. Alors déjà, c'est une innovation. C'était le concept initial, on est cuisiniste sans magasin.
Après, quand on dit ça, on a tout dit, puis on n'a rien dit. Mais alors, comment ça marche? Il faut un super système d'information avec des outils incroyables. Parce que sinon, ça ne peut pas fonctionner. Si en 3D, vous ne voyez pas votre cuisine, bof. Tiens, il faudrait un truc de réalité virtuelle. Ok, mais Cuisine Raison, on ne sait pas faire la réalité virtuelle. Par contre, on a un architecte qui travaille sur la réalité virtuelle, qui est avec nous. On a une société informatique qui fait des développements sur ces nouvelles technologies-là. Et ben, on met tout ça dans le même shaker, on shake, et puis on sort un truc. Et à notre connaissance, en tout cas c'est en train d'arriver, mais il y a 3 ans qu'on en a commencé à faire ça, on était les seuls. Et ça, c'est simplement parce que, voilà, il y a tiens, moi je pense à ça, moi je pense à ça, etc. Donc cette hybridation permanente, c'est la croisée, le croisement de tout ça qui fait l'innovation permanente. Et je préfère des toutes petites boîtes collées à leur marché, qui soient finalement très fortes sur une compétence, et qui vont échanger avec d'autres pour faire une nouvelle innovation et un nouveau projet. Et c'est ça, pour moi, l'hybridation. Ce que tu es en train de nous dire, c'est que l'hybridation, ça crée de l'agilité, en fait. C'est l'agilité. Dans mes croyances, les gros mastodontes avec beaucoup de salariés, alors il va y avoir des gens qui sont comme ça, je vais faire attention, mais l'agilité, elle est super dure. Elle est super dure. Ça pèse, il y a forcément des strates. Enfin, quand on a une boîte de 40-50 000 personnes, c'est forcément straté, c'est forcément là. Donc, le sens, on peut des fois le perdre. C'est très, très difficile d'avoir quelque chose qui fonctionne bien. On n'est plus du tout agile. Inversement, quand on regarde aux États-Unis, plus de 50% des gens commencent à être indépendants, commencent à être finalement créateurs de leurs propres valeurs, beaucoup plus mobiles pour se développer. Nous, en fait, on a essayé de faire ça en disant des moments, on va prendre des personnes pour des compétences précises, des moments, on va créer des équipes, et ça va passer d'un projet à un autre, etc. Et donc, l'ensemble du système va être très agile, en étant extrêmement sûr pour une raison toute simple. Si je prends Cuisine Raison, la centrale, on a 80 et quelques franchisés, on n'est que 5 salariés. On est 10 à temps plein, et on travaille, à mon avis, il y a au moins une quinzaine de temps plein, si on prend les extérieurs avec toutes les boîtes dont j'ai parlé tout à l'heure. Si jamais j'ai une difficulté, je peux revenir quasi instantanément à 5 personnes en salariat. Parce que je n'aurais pas à licencier, je n'aurais pas à le faire, parce qu'ils ont eux-mêmes leurs propres clients pour se développer. Ils auront perdu un client qu'une raison, mais ça représente ça de leur business. Inversement, s'ils ont travaillé à l'extérieur et qu'ils ramènent en fait des innovations pour qu'une raison va être content, et sans prendre trop de risques. Donc innovation et prudence, les deux en même temps. Voilà. Merci. Merci beaucoup nous avoir présenté cette démarche et ce raisonnement. Vous avez certainement des questions dans la salle, des commentaires, peut-être des témoignages aussi, des comparaisons à faire. Je vous en prie, n'hésitez pas. Bonjour. Moi, je voudrais savoir si, à la Palmeraie, vous comptez uniquement sur l'échange naturel entre les différents acteurs et les différentes entreprises, ou est-ce que vous organisez d'une façon ou d'une autre la dynamique? Et comment? On fait les deux. Oui, on fait les deux. C'est une bonne question. Un exemple, c'est quand c'est la semaine prochaine, je crois. La semaine prochaine, il y a une formation facilitation graphique. Il paraît que c'est utile et important. Ça s'apprend. Donc là, c'est Sensenco qui est à l'origine de ça, en fait. Et tout simplement, en fait, tous ceux qui veulent viennent. Donc on fait de temps en temps des formations, des partages d'expériences. Là, on va créer des groupes autour du commerce, là, prochainement. Donc on organise aussi des choses comme ça. Et puis il y a des grands rassemblements. En ce moment, l'arbre de Noël occupe nos pensées. Oui, on essaie d'organiser un petit peu aussi en plus. Mais souvent, ça vient quand même d'initiative de quelqu'un qui dit tiens, mais ce serait super, quoi. Par exemple, le stress en entreprise, quoi. On entend tout le temps parler du stress. Il y a quelqu'un qui dit mais moi, j'aimerais amener un petit peu de trucs autour de la méditation, autour du déstress et tout ça. Est-ce que c'est possible? Bah oui, c'est possible. Quelqu'un qui est en train de bosser sur l'anglais, elle dit moi, j'ai pas les moyens de me payer des cours d'anglais, mais j'ai envie d'échanger, de partager. En fait, le midi, il y a des cours des dialogues où ils parlent anglais. Conversation. De conversation. Ouais. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est comme ça que ça marche.
Je me posais une question parce que c'est le sujet qui fâche en général et on n'en a pas parlé, c'est les questions de sous. C'est que tout ce travail d'animation, de mise en cohérence, ça a un coût aussi. Ce qu'on voit dans les pépinières en règle générale, c'est que la puissance publique s'implique, finance, va financer des postes d'animateurs, va payer les locaux. C'est pas le cas dans ton projet. Alors comment ça se passe de ce point de vue-là? Est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est rentable? Je mets des guillemets un peu partout, mais je pose quand même la question, l'argent dans ce projet, comment c'est géré? Alors il y a trois réponses. La première, effectivement, on a eu la chance, en fait, en vendant une première entreprise aussi, d'avoir peut-être un peu de moyens pour quelque part se dire, bah oui, on a une idée, une envie, on va mettre un peu au départ, notamment le bâtiment. La partie bâtiment, c'est compliqué d'acheter un bâtiment si vous n'avez pas les banquiers qui vous suivent et qui prêtent l'argent en complémentaire. Donc ça, c'est évident qu'il y a cette partie-là, il ne faut pas la nier. Maintenant, sur le reste, c'est extrêmement simple et beaucoup plus simple que ce qu'on croyait au départ. Pour que ça fonctionne, en fait, que ça devienne un peu autogouverné, on a fait quoi? On a réuni les dirigeants de chacune des boîtes et on a dit, il faut qu'on libère un budget. Qu'est-ce qu'on peut libérer comme budget? Les plus frileux ont dit 10 €. On a dit, OK, 10 € par mois par salarié. Franchement, 10 € par mois par salarié, ça équivaut à 1 heure de temps, même pas, en fait, en termes de c'est pas ça qui fait changer la rentabilité des entreprises. Voilà, il y a un problème là. 10 € par mois par salarié, on est 120, multiplié par 12 mois, ça fait 15 000 €. Avec ces 15 000 €, en fait, d'un seul coup, il y a de l'argent. Comment on fait? Comment on fait? Et là, en fait, c'est dans l'autre sens. Allez-y, dépensez cet argent. Et là, on voit que tout le monde est un peu comme en mode petite fourmi. Oh, je vais faire ça, mais je ne vais pas trop dépenser. Et puis, quand il y a un super projet, en fait, à un moment donné, on peut très bien abonder. Parce que tout le monde sera ravi. Quoi. En fait, il n'y a plus de sujet. Et donc, en fait, en initiant avec 3 francs 6 sous, ça a mieux marché qu'en faisant ce que j'ai fait chez Qu'une raison, qui a complètement été un flop total. C'est l'avantage, c'est d'avoir pris un maximum de mauvais choix à un moment donné, sans rappeler. J'ai dit il y a 1 an et demi aux salariés de Contanou, écoutez, je veux que vous preniez les initiatives, je veux que vous puissiez enlever les petits cailloux dans la chaussure de tout ce qui vous gêne. Et je dis pour ça, vous avez 1 000 € par mois par personne. Et bien, en donnant une somme comme ça, j'ai annihilé à peu près tous les trucs. Ils ont tous eu peur. Personne n'a dépensé un euro. C'était trop. Alors que pour moi, c'était justement. Vous pouvez y aller, ne vous posez pas de questions, on y va. En pensant à mon fort intérieur, je sais très bien que tout le monde ne va pas dépenser 1 000 € tous les mois par personne et tout ça. Donc de toute façon, j'avais pas beaucoup de risques. J'ai tellement pas eu de risques que j'ai dû avoir 50 € de dépenses, un truc comme ça. Quoi. Ça a bloqué. Donc c'est dans l'autre sens. Au niveau de l'argent, moins l'innovation de Jugad, là, en fait, c'est ça. Hein. Finalement, c'est le concret. C'est comment on fait quand on n'a pas forcément besoin de beaucoup de moyens. Et d'ailleurs, les moyens, c'est souvent le prétexte à ne pas faire. J'ai pas les moyens de faire. Ok, maintenant que vous avez les moyens, vous pouvez faire. C'est drôle parce que tu nous parles de confiance, tu nous parles d'agilité, puis maintenant tu nous parles de frugalité dans le monde de l'entreprise. On va retrouver un triptyque célèbre. Merci. Y a-t-il d'autres questions ou remarques? Peut-être des témoignages, peut-être que ce qui est fait à la Palmeraie rejoint des choses que vous pouvez avoir vécues ou vivre dans d'autres structures. Bonjour, comment vous organisez la sélection? Y a-t-il une sélection à l'entrée dans la Palmeraie en fait? Là, on se rencontre, on discute. C'est quoi ton projet? T'as envie de faire quoi? C'est quoi ta vie? Tu cherches quoi? C'est tout. Et puis on est 2, 3, 4 à se rencontrer et puis c'est tout. Tout dernièrement, il y a un truc nouveau qu'on a fait. C'est la première fois où il y a quelqu'un qui est rentré et que je n'avais pas vu. Pour moi, c'était un pas. J'ai dit, t'as vu qui? T'as vu un tel? C'était Sébastien No. T'as vu Sébastien No? Oui. Ok, il t'est paru comme super, franchement c'est top et tout. T'as vu d'autres personnes? J'ai pu échanger un petit peu, ok. Bon, c'est que c'est bon. Et du coup, voilà, c'est en train de s'auto-organiser aussi comme ça. Donc c'est pas à proprement parler une sélection, c'est naturel. Les gens, si naturellement ils vont s'y sentir bien, et ça veut dire que naturellement, en fait,
on va les accueillir. Après, c'est encore mieux quand en plus on voit intuitivement que cette personne-là va amener quelque chose dont on rêve depuis longtemps. Et alors ça, c'est top. Quand Me and My Boss, donc la société sur le recrutement, est arrivée, on a dit le recrutement, de toute façon, c'est toujours un vrai cauchemar. C'est un truc difficile, on a toujours peur de se tromper, etc., etc. Hop. Et ben, écoute, bien. Et en plus, après, ça devient quoi? Ça devient des amis, en plus. C'est ça qui se passe. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe. En conclusion, je voudrais savoir comment toi, tu vois l'avenir de la Palmeraie à, disons, 10 ans. L'avenir rêvé ou souhaité pour une structure comme celle-là? Alors, je vois que d'habitude, je fais un truc qui est non linéaire, mais là, je vais faire un truc assez linéaire. Je pense que clairement, nos indicateurs, c'est pas la taille, même si la taille ça va grossir, je pense. C'est plutôt de se dire que chacune des entreprises qui est à la Palmeraie a envie d'être à la Palmeraie et a envie de proposer des choses qui soient la Palmeraie, s'exporte ou la méthode, l'échange. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la Palmeraie, si elle était toute seule et restait de la Palmeraie dans la Palmeraie, en fait, c'est un risque, dans l'autre sens, de s'enfermer dans un modèle. Or, il y a peut-être d'autres modèles ailleurs. Et donc, l'idée, c'est d'aller hybrider, pour le coup, la Palmeraie avec d'autres modèles, notamment aux États-Unis. On avait beaucoup étudié les accélérateurs aux États-Unis. On a été les voir, on a regardé un petit peu ça. Il y a pas mal de choses à faire là-dessus. Et donc, on va essayer d'amener et d'être poreux, en fait, avec le reste de l'environnement. Et puis après, moi, j'aimerais... Il y a le Bhoutan qui a... il appuie le produit national brut, c'est le bonheur national brut ou le bonheur intérieur brut, je ne sais plus comment c'est. Moi, j'aimerais le BIB, là, le bonheur intérieur brut, j'aimerais qu'on mesure ça et qu'on puisse se dire, quand je suis à la Palmeraie, c'est top, je suis plus heureux, mes entreprises, elles fonctionnent mieux, et quelque part, je sais pourquoi je suis là, et donc en fait, j'ai envie de contribuer, j'ai envie de faire des choses. Quand on a lancé TEDx Rennes, le but du jeu, c'était de donner les clés pour qu'il y ait d'autres personnes qui amènent de nouvelles choses. On a lancé TEDx en mode classique. Sophie Berthaud, qui est la présidente actuelle, elle a libéré l'entreprise. Fanny, qui va enchaîner derrière, va encore amener encore autre chose. Et c'est ça qui m'intéresserait, c'est qu'à 10 ans, en fait, quelque part, je ne sois pas dedans, mais je sois fier de ce qui s'est passé. Que tu regardes de l'extérieur. Voilà. Merci. Merci, Laurent. À moins qu'il y ait une toute dernière question, je vous... Vous avez déjà essaimé où il faut spécifiquement déménager sur Rennes? Ah oui, c'est que à Rennes, enfin que à Verne. Alors, ce qu'on peut faire... Vous êtes où? Sur le Finistère. Ce qu'on a fait pour TEDx, on a commencé à avoir d'autres TEDx qui venaient et on a partagé tout ce qu'on pouvait. Donc là, en fait, on invite des gens, à tous ceux qui veulent venir voir comment ça marche, etc., amener leurs idées, leurs trucs, de venir et d'en profiter. Il recrée, ça s'appellera peut-être pas la Palmeraie, mais il y en a, Michel Augustin, c'est la bananeraie, donc il y en a d'autres qui vont faire je sais pas quoi. Peu importe, vous pouvez prendre toutes les recettes, elles sont pas déposées, en tout cas elles sont plutôt, surtout à l'inverse, très très ouvertes. Aujourd'hui, je me sens pas capable et le réseau, pour l'instant, me semble pas encore suffisamment fort pour dire on va recréer la même chose ailleurs. Mais oui, dans quelques temps. Mais pour que ça puisse marcher, ça ne peut pas marcher avec des gens de Rennes, pour Brest ou Saint-Brieuc, ou non, vous avez dit quoi, Finistère? Brest. Pour Brest, eh ben, en fait, il faut qu'on trouve des gens qui à Brest ont envie, et là, go. Hein. Mais c'est votre projet. Nous, on viendra. Rendez-vous. Voilà, il va y avoir des échanges de coordonnées. Merci Laurent. Merci. Et puis merci à vous tous pour votre attention.